Bonjour et enchantée de vous accueillir pour cette première table ronde qui a donc comme sujet le droit au vélo, apprendre, adapter et agir pour toutes et pour tous. Donc moi je suis Angelica, je suis responsable de plaidoyer dans Grande Couronne du collectif Vélo Île-de-France depuis récemment, depuis 4 mois seulement. Donc voilà. Peut-être qu'on va commencer par une toute petite présentation de chacun. Voilà. Je commence. Bonjour à tous. Amadou Cissé, du coup, fondateur de l'association Tous en Selle, structure d'éducation de mobilité à vélo. On est basé dans le 93. Merci pour l'invitation. Ça me fait bizarre parce que c'est à Massy que j'ai passé mon CQP éducateur mobilité à vélo. On a été la première cohorte d'Île-de-France, de l'IFV. Et à l'époque, effectivement, j'ai découvert une ville assez cyclable par rapport à de notre côté. Mais voilà, ravi d'être là aujourd'hui. Donc, je suis Agnès Presberg, je suis directrice générale adjointe de Véligo Location. Véligo Location, c'est l'offre de location longue durée de vélos en Île-de-France, qui a été lancée par Île-de-France Mobilité. Et le but, c'est justement de favoriser le passage à ce mode de transport en l'essayant pour essayer de lever tous les freins qu'on peut avoir. Et on va en parler après. Bonjour, merci pour l'organisation, merci pour l'invitation. Donc David Sayag, moi je suis maître de conférence, sociologue et j'exerce à l'université Paris-Saclay. J'ai récemment rédigé l'ouvrage Sociologie du vélo, paru aux éditions de La Découverte. Et je profite de ma présentation pour préciser que mon travail ne consiste pas à faire la promotion du vélo. Voilà, je pense que c'est important de le préciser pour la table ronde. Oui, alors du coup, juste pour avoir peut-être un petit retour du public, pour qu'on puisse bien situer nous aussi, qui est-ce qu'on a en face. Donc, est-ce qu'on peut juste lever les mains pour dire combien de personnes ont déjà travaillé dans une vélo-école ou ont participé à une séance dans une vélo-école ? Très bien. Combien de personnes connaissent le service Véligo ? Ah oui. Et combien de personnes savent qu'ils viennent de mettre en place une offre de vélo adapté ? La communication, je suis vraiment très contente. Voilà. Et combien de personnes connaissent donc le livre de David Sayag, La sociologie du vélo ? Bon, alors je le recommande parce que c'est vrai que je l'ai lu de A à Z pour préparer cette table ronde et ça m'a été très, très utile. Donc, commençons par le droit au vélo. On va commencer par le premier article du premier livre du Code de transport. Qui connaît ce code de cet article ? Personne. Donc, je vais me mettre à le lire. Donc, c'est l'organisation des mobilités sur l'ensemble du territoire doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectif le droit qu'a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un handicap, de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens, y compris ceux faisant appel à la mobilité active. Donc, c'est intéressant qu'ils ont intégré la mobilité active. Donc, c'est la possibilité de se déplacer par ses propres moyens, sans assistance par un moteur, et qui est donc le moyen le plus écologique aussi de se déplacer. Donc, alors, je vais poser maintenant les questions à mes intervenants. Première question, est-ce qu'aujourd'hui, en France, tout le monde peut choisir librement le vélo pour se déplacer ? Je vous laisse répondre comme ce que ça vous inspire. Libre, c'est un choix de choisir ce mot. Libre, oui, tout le monde est libre. Maintenant, on peut le faire dans des conditions plus ou moins sécurisées. Et puis,
effectivement, on peut avoir des contraintes ou des freins moraux. Hein, celui qui pense qu'il ne sait pas faire du vélo, celui qui ne sait effectivement pas faire du vélo, qui n'ose pas, celui qui ne veut pas changer ses habitudes, et effectivement, puisque c'est un peu le thème aujourd'hui, celui qui a des contraintes physiques qui fait qu'il ne peut plus faire du vélo classique et qui n'est pas forcément au courant du fait que c'est possible, ou qui peut avoir d'autres freins financiers, de parking, d'infrastructure. Enfin voilà, donc oui, tout le monde est libre, mais c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Voilà. On est plus égaux que... Certains sont plus égaux que d'autres, c'est ça la formule? D'accord. En fait, dans la pratique du vélo, en tout cas, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a, oui, il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Du coup, dans le vouloir, je pense que tout le monde veut, mais dans le pouvoir, tout le monde ne peut pas. Et du coup, nous, en tout cas, chez Tous en Selle, on essaye d'agir sur le pouvoir. Et pouvoir faire du vélo, c'est les infrastructures, mais ça, on n'a pas la main dessus. Du coup, c'est aux collectivités de travailler dessus. Et notre boulot, c'est d'amener ce sujet-là pour qu'il soit concret. Et derrière, le deuxième sujet, c'est l'accompagnement humain. Et sur l'accompagnement humain, effectivement, les vélo-écoles, c'est leur mission de lever les freins pour les personnes qui sont totalement novices, donc débutantes. Et pour les personnes, ça fait longtemps, on parle de remise en selle. Et pour d'autres personnes qui ont d'autres freins, qui sont plutôt des fois, je dirais, un peu culturels, parce qu'on se dit le vélo, c'est pas pour moi. Ça peut être aussi, en tout cas dans les quartiers populaires, nous on intervient beaucoup dans le 93, c'est que les gens ne s'autorisent pas à prendre le vélo, même s'il y a une piste cyclable, puisque ça ne suffit pas en fait. Et du coup, c'est intéressant de voir le vélo perçu pas comme un mode de déplacement, mais plutôt pour le sport. C'est-à-dire, nous souvent on dit « Ah, c'est bien, t'es sportif, tu fais du vélo ». Non, il est électrique celui-là aujourd'hui. Donc, c'est pas ça la porte d'entrée. Des fois, c'est « Ouais, mais un vélo, c'est cher ». Bah, c'est cher, ça dépend, c'est quoi ton unité de mesure. Moi, si je prends le vélo, que j'achète un vélo autour de 2500, 3000 euros, mais que j'utilise tous les jours, bah, je pense qu'à la fin de l'année, j'économiserai un certain nombre. Donc voilà, il y a vraiment la perception aussi de beaucoup et qui sont le frein, en tout cas, font partie des freins. Et nous, notre travail, c'est un peu de déconstruire un peu tout ça. Très bien. Merci pour cette question. Alors moi, la sociologie que je mobilise postule que les individus ne sont jamais vraiment libres de leurs choix, qui sont toujours contraints, qui sont orientés, influencés par leurs ressources et par ce qu'ils ont appris et intériorisé, incorporé socialement. Tout le monde n'a pas de vélo, hein, déjà. 28% des Français déclarent une mauvaise maîtrise du vélo. Donc il y a aussi le savoir rouler. Quand je dis que tout le monde n'a pas de vélo, je ne sais pas si tout le monde a en tête ces ordres de grandeur, mais seulement un tiers des ménages possèdent un vélo en bon état de marche. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Hein. Les aménagements ne peuvent pas suffire quand on connaît ces tendances. Effectivement, ça a été dit, tout le monde n'est pas en capacité physique de faire du vélo. Tout le monde ne perçoit pas positivement le vélo. Donc voilà, là, je nuancerai l'idée que tout le monde veut. Il y a quand même 17% des Français, par exemple, qui estiment que se déplacer en voiture donne une image plus valorisante de soi que se déplacer à vélo. C'est pas rien. Tout le monde n'a pas la possibilité de stationner son vélo de manière sécurisée à son domicile ou sur son lieu de travail. Tout le monde n'a pas les compétences pour réparer son vélo. Tout le monde n'a pas les ressources pour le faire entretenir par un professionnel. Tout le monde n'habite pas à la même distance de son travail et de ses principales activités. Tout le monde n'est pas en mesure de se sentir en sécurité face au harcèlement et aux agressions sexuelles de rue. Tous les individus ne sont pas égaux aussi face à la peur de l'accident. La littérature montre bien que ce ne sont pas tant les niveaux objectifs de cyclabilité et de sécurité que leur perception qui s'avère vraiment déterminante dans l'adoption du vélo. C'est un écueil de penser qu'un aménagement sécurisé est forcément sécurisant pour tout le monde. Et enfin, je pense important de préciser que tous ces freins touchent principalement les milieux populaires, en particulier les femmes de milieux populaires, et encore plus particulièrement les femmes issues de cultures non occidentales, dans lesquelles l'usage du vélo est l'apanage des hommes.
Très bien. Est-ce que, Amadou et Agnès, est-ce que vous avez des exemples concrets de témoignages par rapport aux formulaires qui remontent, des personnes qui s'abonnent au service ou par rapport aux élèves des véloquels qui confirment ce que dit la sociologie Alors moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, hein, et je crois que c'est effectivement bien de l'avoir en tête, que tout le monde ne peut pas faire le choix du vélo, il ne veut pas faire le choix du vélo. Mais bon, il y a encore néanmoins pas mal de gens qui peuvent être convaincus. Nous, sur les vélos adaptés, donc le principe, hein, c'est que les personnes qui pensent avoir besoin de ce type de vélo font un entretien avec un ergothérapeute pour vraiment définir le vélo qui est le plus adapté. Et donc, effectivement, ils ont un premier questionnaire et ça montre bien à quel point ça permet de faire venir au vélo des gens qui pensaient ne plus pouvoir en faire. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Je souhaiterais reprendre le vélo, mais je n'ai plus d'équilibre avec mes problèmes de santé. J'aimerais l'utiliser pour mon quotidien, les courses, les rendez-vous médicaux. Je mesure 1,55 m, c'est pas forcément la même, hein, et je suis en surpoids et j'ai des légers problèmes articulaires au vélo. Je fais régulièrement du vélo, mais je suis mal à l'aise si je dois m'arrêter vite et descendre de ma selle, surtout avec le poids d'un vélo électrique. » Parce que c'est important, tous ces vélos, c'est pas forcément pour des gens qui ont des handicaps, c'est peut-être vraiment juste des problématiques de santé, même si on a aussi effectivement des vélos pour des personnes en situation de handicap. Voilà, je serais intéressée par la location d'un tandem biposition. Je suis une personne aveugle et avec mon conjoint, nous souhaiterions tester et louer ce vélo. Voilà, donc pour vous donner un panorama, et on en a des dizaines de personnes, effectivement, qui aimeraient, qui pensent pouvoir, qui ne savent pas qu'ils peuvent encore et qui ont besoin d'être rassurés, de trouver une solution, de tester. D'autant plus qu'évidemment, c'est des vélos extrêmement chers, qui peuvent avoir des contraintes de parking, etc. Voilà, c'est pour ça que Île-de-France Mobilité a souhaité étendre l'offre vélo-location que vous connaissez déjà aux vélos adaptés, parce qu'encore plus, je veux dire, que pour un VAE, pouvoir le tester avant de l'adopter, c'est important. En tout cas, sur les freins, déjà sur le genre, en fait, il y a déjà une question. Nous, 95% de nos élèves sont des femmes. L'année dernière, on a formé 190 femmes. Et ce qui nous marque souvent, c'est quand on intervient, puisque chez Tous en Selle, on intervient sur tous les publics. Du coup, on part de la maternelle, où on fait de l'initiation à la draisienne. Chez les primaires, on fait du savoir rouler à vélo, donc que ce soit scolaire ou du périscolaire. Et chez les adultes, on fait de la vélo-école ou de la remise en selle. En général, on travaille avec les maisons de quartier, les centres sociaux, en tout cas les structures de proximité. Parce que c'est elles qui font le sourcing des personnes. Et par la suite, nous, on intervient dans ce cadre-là une fois que les personnes sont mobilisées. Et à chaque fois, en tout cas dans les maisons de quartier, quand c'est les adultes, c'est que 100% des élèves, c'est des femmes. Même si, en général, c'est celles qui fréquentent le plus les structures de proximité. Mais l'une des questions qui étaient les plus importantes, c'est comment on les prépare à se mettre au vélo. Et en fait, il y a une préparation, je dirais, mentale un peu. Et avant même de parler du public, en fait, des prescripteurs, en fait. C'est-à-dire les personnes avec qui nous, on travaille, ce sont les animateurs, les référents de famille. Si elles-mêmes ou eux-mêmes ne sont pas préparés à comprendre ce qu'il faut expliquer aux personnes pour qu'ils puissent s'inscrire au module, on voit bien qu'on a de la perdition et ça ne marche pas, en fait. Ça marche pas. Et du coup, nous, aujourd'hui, ce qu'on met en place, c'est avant d'intervenir sur le public, on fait une demi-journée ou une journée de sensibilisation à l'équipe. Donc, le matin, on vient, on fait un petit module théorique avec quelques éléments. Et l'après-midi, pratique, on va sur un petit parcours, parcours de maniabilité, ainsi de suite. Et on explique comment on va intervenir auprès de ce public-là pour que derrière, ça puisse être bien compris. Et derrière, effectivement, j'ai Francky qui est là, qui est spécialisé sur les personnes en situation de handicap. Et du coup, c'est la partie inclusive de Tous en Selle. C'est-à-dire, pendant 3 ans, on est beaucoup intervenu dans beaucoup de structures. Et en fait, 80% des handicaps sont invisibles en France. Forcément, du coup, dans des cours de vélo qu'on donne, il y a des personnes qui vont venir avec des handicaps invisibles, qui ne vont pas le dire, mais en leur donnant une consigne, on se rend compte que la personne a une difficulté et que cette difficulté, il faut une approche et une pédagogie ou une consigne particulière. Et c'est là qu'avec Francky, on a développé un programme de vélothérapie. C'est lui qui est l'instigateur, vous en parlera tout à l'heure, et qu'il s'est spécialisé sur le sport santé, le bien-être
et les vélos adaptés. Et un vélo adapté, ce n'est pas forcément un vélo tricycle. Un vélo bien réglé, pour nous, il est adapté à la personne. Il est adaptable. Et ça, on voit bien que c'est une énorme différence quand, à partir de ce moment-là, on a réussi à lever ce frein-là. Mais derrière, on peut élaborer un programme pédagogique plus individualisé sur les personnes qui sont en fragilité. Voilà. Oui, donc on est déjà allé un peu plus loin pour les possibilités de lever les freins. Je voudrais peut-être juste revenir très rapidement sur les femmes, parce qu'effectivement, il y a 80% de femmes qui sont les élèves dans ton 95, voilà, dans ton vélo-école. Donc comment ça se fait quelle est la raison qu'il y a autant de femmes qui sont intéressées? Bon, moi, j'ai une théorie déjà, c'est qu'elles sont beaucoup plus courageuses à dire « je ne sais pas faire ». Bah, je pense, quand elles savent faire, elles disent « je ne sais pas ». Et pourquoi? Parce qu'on ne m'a jamais appris, tout simplement. Et les profils, en plus, sont très divers. Hein. C'est des gens qui viennent de l'étranger, des gens nés ici en France, donc français, enfin voilà, il y a de tout. Sur la tranche d'âge également, à partir de 25 ans, l'élève la plus âgée qu'on a eue, nous, c'est 74 ans. Et là, actuellement, on en a une qui a 70 ans. C'est la 3e session qu'elle participe. Elle s'est dit, je veux apprendre à faire du vélo. Elle est originaire des Antilles. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait une vérité, mais je pense que déjà, elles ont... Après, il y a un autre sujet aussi, c'est les enfants. Et souvent, ils nous disent, non, mais moi, mon rêve, c'est de faire du vélo avec mes enfants. Enfin, le papa, c'est normal, presque, on a l'impression. Ils partent en camping, le vélo est déjà prêt, ils partent. Elle donne rendez-vous au camping, enfin au lieu. Et du coup, elle dit l'année prochaine, mon défi, c'est de leur faire la surprise. Moi aussi, vous réservez un vélo pour moi. Et en fait, il y a vraiment toute une question d'environnement d'abord et comment elle a grandi. Juste une anecdote, nous, quand on intervient dans les centres de loisirs ou dans les écoles, on pose la question qui sait faire du vélo? Majoritairement, tous les garçons lèvent la main. Pourtant, quand on les met sur un vélo, mais ils se surestiment, en fait. Et vraiment, les jeunes filles, les petites, on leur dit... et du coup, quand on les met sur un vélo, on dit, mais tu sais en faire? Oui, mais en fait, elles se sous-estiment. Et ça commence, nous, on l'a remarqué, hein, vraiment chez les primaires. Et en fait, c'est un sujet aussi sociétal, hein, de valorisation des filles. Des petits, on veut les protéger. Non, attention, attention. Et derrière, grandissent avec le truc de « je sais pas faire ». Alors que les garçons, je sais tout faire, alors que ça va freiner. Enfin, voilà. Donc ça, c'est ce que nous, on a remarqué et c'est concret sur le terrain. Bon, très bien. Et David, le sujet des gens, c'est une des spécialités sur lesquelles tu travailles aussi, non? Quels sont les enjeux, les freins pour les femmes pour faire du vélo? Ça prendrait vraiment des heures, mais non. Ce que je peux dire pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que la littérature scientifique tend à confirmer tout ce qui vient d'être dit. C'est vrai que les garçons tendent à surestimer leur capacité. C'est vrai que dans les vélos écoles pour adultes, il y a une très très grande majorité de femmes. C'est pas seulement le cas en France, hein. Il y a des études réalisées en Suisse, en Allemagne, à peu près dans tous les pays européens, on fait le même constat. Les constats, par contre, pointent du doigt le fait que une grande majorité de ces femmes sont racisées, souvent issues de cultures justement où le vélo est surtout pratiqué par les hommes. Donc c'est vrai que les hommes ont tendance à surestimer leur capacité, mais il y a un réel clivage quand même dans l'apprentissage du vélo. C'est-à-dire que concrètement, il y a quand même une grande majorité de femmes pas une grande majorité de femmes qui n'apprennent pas à faire du vélo, mais il y a plus de femmes qui n'apprennent pas à faire du vélo que d'hommes. Ça, et c'est pas seulement le cas en France. Voilà. À noter, nous, chez Véligo Location, on est à égalité. En fait, on a à peu près autant de clients hommes que de clients femmes. Et sur les vélos cargo, on a un peu plus de femmes. Parce que c'est un vélo utilitaire pour elles. Celles qui vont emmener les enfants. Bon, très bien. Donc, on voit qu'on n'est pas tous égaux devant le libre choix d'adopter le vélo ou non.
par rapport est-ce qu'on a une femme, est-ce qu'on est un homme, est-ce qu'on vient d'un milieu aisé ou d'un milieu défavorisé, est-ce qu'on a des capacités physiques ou est-ce qu'on a des handicaps, est-ce qu'on vient d'une culture différente, particulière, est-ce qu'on est issu d'un milieu, d'une religion pratiquante ou pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire, si on veut favoriser l'adoption du vélo, est-ce qu'il faut faire du sur-mesure pour chaque problème en particulier? Et est-ce que c'est de faire du sur-mesure, est-ce que ça ne peut pas amener aussi à des tensions entre ces différents publics qui ont des problèmes particulier pour adopter librement le vélo? Tu parles après, je parle. Ok. Bon, alors, encore une fois, mon travail de sociologue n'est pas de dire comment il faudrait faire ou ce qu'il faudrait faire. Ce serait bien trop spéculatif et prétentieux de ma part, mais je peux alerter contre certains écueils et je peux apporter certains éclairages de la littérature scientifique. Le premier écueil à éviter, c'est de considérer les publics comme des publics constitués d'une population homogène. Si on prend le public des femmes, par exemple, hein, il est très hétérogène, il est traversé par des inégalités, des rapports de pouvoir selon la classe sociale, l'âge, la racisation, le territoire, etc. Le deuxième écueil à éviter consiste à appréhender ces différents rapports de pouvoir séparément. Or, les rapports sociaux de sexe, de classe, d'âge, de racisation et de territoire sont fortement imbriqués entre eux. Ils sont consubstantiels et coextensifs, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent mutuellement, ce qui appelle une approche intersectionnelle. Le troisième écueil à éviter, c'est de considérer que l'adoption du vélo au quotidien est forcément un choix de vie. Or, le vélo peut être adopté par contrainte, il peut être subi, voire il peut incarner une précarité extrême. C'est le cas, par exemple, pour les livreurs à vélo des grandes plateformes numériques. Le quatrième ou je sais plus, cinquième écueil à éviter, c'est de considérer que l'adoption du vélo au quotidien, elle est forcément bénéfique pour la santé. Si on reprend l'exemple des livreurs, un rapport de l'ANSES a montré récemment la dégradation considérable de leur santé. Et là, certains vont me dire, oui, bon, les livreurs, c'est un cas spécifique, c'est une population à part. J'aurais pu prendre d'autres exemples. Hein. Pour toute personne qui avait l'habitude de marcher 20 minutes pour se rendre au travail et qui remplace la marche, bon, ces 20 minutes de marche par 3 minutes de vélo, pour gagner du temps, l'adoption du vélo risque de se traduire par des effets même délétères sur le plan de la santé. Et c'est le même constat sur le plan de l'environnement, et d'autant plus si le vélo en question est un vélo à assistance électrique. Cinquième écueil, c'est de considérer que le vélo il est forcément libérateur. Il y a souvent ce cliché, cette représentation du le vélo c'est la liberté. Or l'adoption du vélo peut contribuer par exemple à intensifier le travail domestique, notamment pour les femmes d'ailleurs. C'est le cas lorsque, au lieu d'être réinvesti en temps de loisirs, le temps gagné grâce au vélo est consacré à de nouvelles tâches domestiques. On fait le même constat pour la voiture, pour les appareils électroménagers, etc. On aurait pu penser que ça allait faire gagner du temps, mais pas du tout. En fait, on fait encore plus de tâches domestiques. Donc, certes, le vélo, il est parfois approprié par les femmes comme un outil libérateur du sentiment de vulnérabilité dans l'espace public, parce qu'il permet d'aller plus vite qu'à pied et de ne pas se sentir confiné dans les transports en commun. Mais on fait le constat que cette forme d'appropriation du vélo, elle favorise souvent un sentiment de dépendance au vélo qui, en définitive, limite les alternatives réelles, donc les choix réels. Voilà, pour les écueils. Et je vais quand même jouer le jeu des recommandations, même si ce n'est pas mon travail, hein, je le répète, sans trop me mouiller non plus. Ce que suggèrent mes propres travaux, c'est qu'une politique de développement du vélo qui se voudrait égalitaire devrait tenter d'agir conjointement sur toutes les influences sociales, en fait, hein, celles de la famille, celles des groupes de pairs, des objets, des sports, des médias, des organisations, des réglementations, des religions, de l'école, des territoires. Voilà. Et le tout en évitant que la promotion du vélo ne devienne une entreprise de morale stigmatisante et culpabilisante pour les catégories de population qui sont les moins à même
de répondre aux injonctions santéistes et écologistes dominantes aujourd'hui. Voilà. Du coup, sur les publics, moi je pense qu'en fait, il faut des actions ciblées selon les objectifs et les besoins en fait, qu'on a du public. Nous, on a expérimenté un projet qui s'appelle le BAFA Bicyclette. En fait, on est parti du constat, en intervenant dans la ville, dans les centres de loisirs, sur une ville, où on était limité sur, après notre passage, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, on intervient, on fait un module Strave, et après, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, clairement, ça a été la question de la transmission de la culture vélo, en fait, de manière générale. Et du coup, on a décidé de proposer à la ville de monter, puisqu'en fait, ils ont un BAFA qu'ils font chaque année, où il y a 50 jeunes qui sont formés par la ville, des futurs animateurs qui interviennent du coup auprès des enfants. Et du coup, on s'est dit, la troisième partie, c'est une spécialité qui peut être handicap, grand jeu, ainsi de suite. Et du coup, on a décidé de créer un module, le vélo comme un outil d'animation. Et du coup, le BAFA, les animateurs qui sont très éloignés de cette question-là, aujourd'hui, puisque pour eux, le vélo, c'est perçu comme une activité sportive, on a essayé de l'amener en ayant une vision vraiment outil d'animation, de jeu, pour que derrière, ils puissent se l'approprier. Et du coup, au début, quand on a lancé ce projet, on n'a pas eu beaucoup de personnes qui sont inscrites, parce que l'un des premiers filtres, c'était ceux qui vont participer, c'est ceux qui savent faire du vélo. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'animateurs et animatrices qui ne savaient pas faire de vélo. Et du coup, on est reparti sur une autre question. Et du coup, est-ce que c'est un frein pour participer à une formation de vélo ? Et je dis, non. Justement, ça va être l'occasion de comprendre pourquoi ils n'ont pas pu faire du vélo à ce niveau-là, à leur âge et à leur niveau, et de voir comment on va apprendre à des adultes à faire du vélo. C'est la même pédagogie qui sera utilisée par eux pour apprendre aux enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, durant cette formation du groupe qui a duré 5 demi-journées, à la fin de la semaine, on a réussi à faire pédaler deux dames de service qui avaient plus de 50 ans, qui n'avaient jamais imaginé faire du vélo. Elles ont dit, mais là, j'ai compris pourquoi déjà moi j'avais jamais réussi à apprendre, et du coup ça me donne envie de faire du vélo avec les enfants, de leur apprendre, et ainsi de suite. Et en fait, je pense que des fois il faut cibler les interventions, mais en ayant bien identifié l'objectif final, qui n'était finalement pas de former tout le monde, mais de transmettre en fait une pédagogie, une manière d'apprendre, et que le vélo, c'est un outil. En tout cas, nous on le prend comme ça, c'est un outil qu'on utilise selon la structure, le projet et la finalité qu'on va avoir, même si, bien sûr, on est militant cycliste, on veut que tout le monde se mette à vélo, mais voilà, à mesurer. Et certains ne sont pas forcément au même niveau, du coup, y aller un peu frontalement, ça peut leur dire, vous êtes des ayatollahs du vélo. D'autres vont dire, mais on voit toujours en vélo. Mais non, je suis aussi automobiliste quand je suis en famille, quand je vais loin. Enfin voilà, c'est à quel moment on arrive à être assez quand même mesuré sur notre manière d'aborder en tout cas le sujet selon le public et les besoins de la structure. Alors, nous, on n'intervient pas vraiment sur ces problématiques-là, mais effectivement, on travaille beaucoup avec des associations qui, effectivement, quand on a des clients qui ne sont pas à l'aise avec le vélo, effectivement, on travaille plutôt avec des associations qui sont beaucoup mieux équipées que nous pour travailler ces sujets-là. Après, ça nous est arrivé, par exemple, de faire des opérations où on offrait une formation, enfin une séance de coaching plutôt à ceux qui hésitaient, pour les inciter. Mais voilà, nous, on ne travaille pas sur ces sujets-là. Par contre, effectivement, pour les vélos adaptés, là, on a un bilan ergothérapeute pour vraiment choisir le bon vélo. Et après, effectivement, l'ergothérapeute, il va pouvoir peut-être identifier des problématiques qui ne sont pas liées à un besoin d'un vélo adapté, mais plutôt d'apprendre et d'être rassuré sur sa capacité à circuler à vélo. Ok.
Alors du coup, j'ai quand même une autre question un peu sur ce droit de vélo qu'on donne aux uns ou qu'on favorise pour les uns. Ça peut aussi créer des tensions et contraindre le droit des autres d'utiliser le vélo. Donc j'étais un peu surprise, c'est peut-être une vision très sociologique, la tension entre les différentes populations, mais ce côté des populations aisées, des populations défavorisées, les représentations qu'on a quand on se dit que les femmes avec des vélos cargo, avec des enfants, ça donne une certaine image à une ville qui fait que d'un côté, ça favorise aussi la mise en place des aménagements cyclables, mais ça valorise des quartiers qui deviennent plus chers et que les populations défavorisées, ils voient ça d'une mauvais œil. Comment est-ce que vous vivez ça? Peut-être avoir la vision sociologique dessus et de voir comment est-ce que vous vivez ça sur le terrain, ces tensions. Je commence du coup. Pareil, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Hein. Forcément, on touche vraiment à la sociologie. Peut-être, je vais dire une chose, c'est que on n'y pense pas forcément, mais le vélo peut être analysé comme un instrument de distinction sociale, dans la mesure où il permet d'exprimer parfois tout à la fois une inclination écologique, une opposition symbolique à la culture automobile, un goût de l'effort, une inclination ascétique, une pratique corporelle qui est socialement marquée, mais qui est quand même généralement bénéfique pour la santé. Un capital spatial aussi, hein, donc incarné par les centres urbains gentrifiés et particulièrement bien aménagés pour le vélo. Une maîtrise du facteur temps aussi, notamment une forte fiabilité de l'heure d'arrivée. On n'est pas soumis aux aléas des transports en commun. Et aussi, ça permet d'exprimer aussi un certain pouvoir d'achat, hein, puisque certains vélos et certains équipements sont quand même, ça a été dit, extrêmement coûteux. Voilà. C'est sûr que c'est un peu, je crois qu'on l'a dit avant, on a beaucoup dit, nous on travaille que sur l'Île-de-France, hein, mais j'imagine que c'est pareil dans le reste de la France. C'est un truc pour les bobos parisiens, etc. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Et c'est un peu vrai quand même. Nous, on a autant de clients, par exemple, sur Paris et la Petite Couronne. C'est déjà pas mal. Quand Véligo a été lancé, c'était plutôt la moitié des clients qui étaient sur Paris. Et l'autre moitié se partageait très inéquitablement entre la Petite Couronne et la Grande Couronne. Donc aujourd'hui, Paris et Petite Couronne sont à égalité. Donc on voit que ça a monté. Et la Grande Couronne, ça reste plus difficile, ça augmente. On est 12% à peu près de nos clients qui sont Grande Couronne. Et alors, il y a tous les freins qu'on a vus avant, hein, la distance par rapport à son travail, le fait, les problèmes d'argent, hein, qu'en règle générale, on ne va quand même pas abandonner sa voiture, on ne va pas abandonner son pass Navigo. Donc, avoir en plus un abonnement vélo, racheter un vélo, voilà, ça fait beaucoup. Donc, je pense que les choses ont pas mal évolué, mais ça reste vraiment un sujet clivant. Ouais. En fait, c'est le vélo pauvre vs le vélo bobo. En fait, c'est ça, hein. C'est réel. Et en tout cas, nous, l'idée, c'est de déconstruire, en fait, puisqu'en fait, c'est des perceptions, finalement. C'est de la perception, parce que nous, on intervient beaucoup en quartier prioritaire, du coup, politique de la ville. Et en fait, tout le monde fait du vélo, mais pas de la même manière qu'on voudrait qu'ils en fassent. C'est un peu ça. On voudrait qu'ils le prennent pour... non, ils ont envie de faire de la bike life, comme ils disent. Ils ont envie de faire du BMX. Ils ont envie d'en faire généralement dans le quartier, pas forcément aller sur l'autre ville, parce que si on te voit à vélo aller de l'autre côté, où est-ce que tu vas le garer? Tu vas te le faire voler, ainsi de suite. Enfin, il y a d'autres freins, en fait, qui se jouent, qui fait que les gens font du vélo, mais c'est peut-être pas visible. Et ils ont aussi une approche plus peut-être sportive du sujet et moins mode de déplacement. Voilà. La plupart aussi travaillent peut-être loin, donc la voiture, c'est peut-être... Nous, on n'est pas loin de Roissy, Charles de Gaulle. Du coup, on travaille sur les villes de Aulnay, Tremblay, et pour la Roissy, c'est impossible d'y aller en vélo, en fait. Pourtant, c'est pas très loin, hein.
Mais c'est un détour. Donc, alors qu'en voiture, 10 minutes, 15 minutes. Donc il y a aussi des réalités. Mais en même temps, nous, on est convaincus que plus on va amener le sujet du vélo au pied des immeubles, en montrant, en démontrant, en faisant avec, plus les gens vont adopter ce sujet-là, vont adopter le vélo parce qu'ils y trouvent un intérêt. S'ils y trouvent pas un intérêt, les gens ne vont pas en faire. En fait, c'est vraiment ça. Donc ça m'amène à ma prochaine question. C'est effectivement le vélo ne s'adopte pas du jour au lendemain. Ça prend du temps de s'adapter, de trouver le mode qui convient à soi, à ses besoins. Ça dépend du vélo aussi. Qu'est-ce que... Comment est-ce que, vous, par rapport aux personnes qui s'abonnent au système du Véligo adapté, etc., quels sont les temps d'adaptation? Qu'est-ce qui fait que les personnes ils adoptent finalement ou non le vélo? Et dans les vélo-écoles, quels sont les moments clés? Peut-être on n'a pas plus beaucoup de temps, si on veut, voilà, très brièvement, c'est... Alors, nous, l'offre, elle a été lancée en janvier. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos clients sont quand même plutôt des personnes qui étaient déjà dans cette démarche, qui pensaient qu'effectivement, elles pouvaient faire du vélo, qui savaient qu'il y avait des possibilités, mais qui n'avaient pas forcément les moyens d'aller jusqu'au bout. Et donc, qui vraiment sautent sur l'occasion de pouvoir le tester, pouvoir s'assurer que c'est vraiment ce qui leur convient avant de faire un investissement qui est vraiment réel. Enfin, c'est réel pour les autres vélos aussi, mais encore plus pour les vélos adaptés. Nous, on a une vraie ambition, c'est que une fois c'est toujours pareil, hein, quand on lance une offre, on a les premiers convaincus d'abord d'aller chercher effectivement des personnes qui ne pensent pas qu'elles peuvent encore faire du vélo. Parce que problème d'équilibre, parce que problème d'obésité, parce que hémiplégie, parce qu'on a même un tricycle avec mandalier, donc vous pouvez avoir un vélo si vous n'avez plus l'usage de vos jambes. Donc c'est vraiment le travail qu'on a à faire, d'aller chercher ces personnes qui ne pensaient pas qu'elles pouvaient encore faire du vélo, ou même qui ne pensaient pas qu'elles pouvaient en faire parce qu'elles n'en ont jamais fait. Combien restent au vélo une fois qu'ils ont essayé? Parce que cette notion d'essayer un vélo qui est adapté à son besoin est quand même important dans ce service. Alors sur le vélo adapté, je ne peux pas encore vous le dire, puisque la période la plus courte de location, elle est 3 mois, que l'offre elle a été lancée en janvier, qu'après ils peuvent prolonger. Donc je n'ai pas encore de données statistiques pour dire combien de personnes continuent. Sur l'offre Véligo classique et cargo, on était à vraiment presque 70% qui continuaient, et il y avait encore beaucoup d'indécis au moment où on leur posait la question. Donc en gros, il y en avait 6% qui disaient « moi j'arrête le vélo ». Donc globalement, c'est vraiment une aide pour passer à ce mode de transport. Et on voit qu'on a quand même la moitié de nos clients qui faisaient déjà du vélo. Alors, est-ce que parce qu'ils avaient leur vélo, parce qu'ils faisaient du libre-service, etc. Et on voit que le fait de louer un Véligo location, ça augmentait le pourcentage de personnes qui l'utilisaient pour aller travailler au quotidien, et faire les courses au quotidien, les loisirs, etc. Donc, c'est vraiment une aide à l'adoption. Oui. Alors, nous, sur la vélo-école, par exemple, quand les personnes s'inscrivent, la première question... l'un des critères, plutôt, on leur dit, mais du coup, vous venez prendre des cours de vélo, donc vous avez pour objectif d'acheter un vélo derrière. En tout cas, vous ne venez pas prendre des cours de vélo si c'est pour pas acheter ou avoir un projet d'acheter un vélo derrière. Et du coup, déjà, ça pose un cadre et les personnes se projettent immédiatement. Et par la suite, durant le programme d'apprentissage, l'idée, nous, c'est de les faire essayer un maximum de vélos différents. Vélo de ville, VTC, VTT, pour qu'ils puissent petit à petit, à la fin du programme, commencer à se projeter sur le type de vélo qu'ils vont acheter. On va même plus loin, puisque nous, des fois, on les accompagne carrément pour acheter un vélo. Ou, s'ils ont acheté un vélo, de venir avec à la vélo-école pour faire un réglage du vélo. Parce qu'en fait, on voit bien que acheter un vélo, c'est une chose. Bon, je ne vais pas tacler nos amis de Decat, mais c'est des très bons vendeurs, mais ce n'est pas des bons conseillers.
Voilà, on va acheter un vélo, il est rose, il est bleu. Ouais, il est beau celui-là, mais il n'est pas bon pour toi. Parce que pour ce que tu vas en faire, c'est peut-être pas adapté. Donc il y a tout ce sujet-là sur lequel les gens qui viennent à la vélo-école pour apprendre à faire du vélo, c'est vraiment dans l'idée de les projeter tout de suite après le cycle d'apprentissage. Il faut absolument continuer à faire du vélo et bien sûr, ou louer ou acheter directement un vélo. Et l'autre point de bascule, c'est, pour finir, c'est le vélo, il faut qu'il soit perçu aussi comme un mode de déplacement et non comme un outil de loisir ou comme un ballon de foot en fait. Si en tout cas on part sur l'idée de se déplacer au quotidien avec son vélo. Parce que tant qu'on n'aura pas la vision de j'ai un vélo, je peux me déplacer, je peux faire des choses avec, effectivement ça va rester le vélo juste quand il fait beau, juillet, août, et puis on va le ranger à la cave, on va le ressortir 8 mois, 9 mois après, et du coup on n'augmente pas la part modale finalement. Nous les cyclistes au quotidien, on en fait toute l'année même s'il neige. Mais il y en a d'autres. L'équipement et les accessoires sont un vrai sujet qui peut encourager. Oh ben super. Donc, on est en train de dépasser un peu notre temps. Il y avait encore une question, mais on va quand même passer vite fait aux questions-réponses. Si vous avez des questions à nos intervenants. Oui. Bonjour, je suis militant vélo, entre autres, et David, vous m'avez posé un problème dans mon argumentaire, parce que pendant de très longues années, jusqu'à présent, mon argument pour dire que le vélo n'est pas mauvais pour la santé par rapport à la pollution atmosphérique, je sortais toujours cette étude faite à Londres qui disait que oui, évidemment, le fait de respirer des gaz, ça pose problème, mais seulement au bout de 9 heures de travail en continu. Donc, cette nouvelle étude de l'ANSES, est-ce qu'elle bat en brèche cette vérité scientifique? Est-ce que la pollution est devenue plus grave? Voilà, je vous taquine un peu, mais c'est pour savoir que pensez, quelle est la vérité aujourd'hui? Est-ce qu'il faut 4 heures maximum en tant que livreur sans que le vélo devienne mauvais ou pas? Alors, je suis sociologue, je suis pas spécialiste de l'exposition à la pollution. Ce qu'on sait, enfin, en tout cas, il y a un consensus dans les travaux qui montre que quand on est à vélo par rapport à quand on est en voiture, alors on est exposé à une concentration de polluants moindre, mais comme on hyperventile, comme on fait de l'activité physique, finalement, on inhale plus de pollution. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. C'est-à-dire que dans une voiture, comme vous êtes dans un habitacle souvent fermé, il y a une plus forte concentration de pollution que quand vous êtes à vélo. Mais comme vous faites de l'activité physique à vélo, ou si vous courez, c'est la même chose, vous allez quand même inhaler davantage de polluants qu'un automobiliste. Voilà. Maintenant, par rapport au nombre d'heures pratiquées avec l'analyse, le rapport coût-bénéfice, tout ça, ça dépend à chaque fois des contextes en fait. Dans certains quartiers avec une forte concentration, dans certaines journées en ce moment, c'est une forte concentration de pollution à l'ozone. Enfin, chaque contexte, à la fois spatial et temporel, va être différent. Mais ce qui est sûr, c'est que le rapport de l'ANSES pour les livreurs, il est vraiment complètement alarmant et il rappelle qu'il n'y a pas que des bénéfices à pratiquer le vélo, pas que des bénéfices pour la santé. Et ça me permet de revenir sur le fait que le droit au vélo et même l'adoption au vélo, ni l'un ni l'autre ne garantit des bienfaits sanitaires individuels au vélo. Je rappelle que si on adopte le vélo alors qu'avant on pratiquait la marche, si on adopte le vélo assistance électrique alors qu'avant pour un même trajet on avait un vélo musculaire, il y a plein de cas dans lesquels l'adoption du vélo est même délétère potentiellement pour la santé. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se dire que systématiquement adopter le vélo c'est bénéfique.
Bonjour, Anne-Flore Rouillon, je travaille à la métropole du Grand Paris sur les coopérations. J'avais une question qui n'a pas forcément à voir avec mon corps de métier. Il y a un grand débat sur le code de la route pour les utilisateurs du vélo qui est très controversé. Je ne sais pas quelle est ma position, mais c'est intéressant d'avoir la position du sociologue, de l'organisme de formation et même pour les locations de vélos. Est-ce que ça pourrait être justement cet endroit-là de location, même Decathlon le fait, Véligo ou d'autres opérateurs de mobilité, pour justement porter cette proposition-là auprès des collectivités? D'accord. Alors nous, dans cette logique d'offre-test avant d'adopter, on a effectivement une volonté, et puis aussi parce qu'on a un service public, voilà, on a une volonté d'être pédagogique et d'essayer de donner l'exemple. Donc, voilà, on a du contenu sur le code de la route. On encourage le port du casque, même si ça aussi, parfois, c'est un sujet polémique. Voilà, même s'il n'est pas obligatoire pour les adultes, on encourage le port des gilets de sécurité. Voilà. Après, c'est un très, très grand sujet, hein, le respect du code de la route. Et puis, mais en tout cas, nous, on a vocation à être pédagogique et donc à rappeler les règles et à encourager à les respecter. Nous, en tant que vélo-école et éducateur de mobilité à vélo, c'est notre travail de former les élèves au respect du code de la route. Et du coup, il y a un module spécifique sur toutes nos sessions on l'appelle le code de la route vu du guidon. Pour les éducateurs qui sont dans la salle, ils connaissent. Parce qu'en fait, on n'a pas la même perception du code de la route en voiture, en vélo ou piéton. Et du coup, nous, l'idée, c'est d'aborder ce sujet-là de manière ludique, puisque quand on intervient, par exemple, sur des classes de primaire, 7-8 ans, ils connaissent très bien le code de la route de manière théorique, puisque dans la cour de l'école, souvent, ils ont le permis piéton, ainsi de suite. Mais dès qu'on les met en situation réelle, ils oublient tout. Ou bien, ils sont concentrés sur autre chose. Et en fait, nous, notre travail, c'est de leur apprendre les deux en même temps. C'est-à-dire, on ne peut pas apprendre des choses théoriques et une fois qu'on va sur le terrain, ça devient très abstrait. Et en fait, c'est vraiment de la théorie à la situation réelle. Et du coup, dans le cadre du savoir rouler à vélo, le bloc 3, c'est emmener les enfants sur la route pour qu'ils puissent faire un parcours en autonomie, en respectant, bien sûr, toutes les consignes. Et c'est ça qui va faire qu'on va former, éduquer les enfants à la pratique du vélo en situation réelle, en respectant tous les aspects du code. Et je pense que nous, on l'adapte aussi pour les adultes. La dernière fois, on a fait un sondage sur un groupe d'adultes à qui on donnait des cours de vélo. Sur les 10, il y en avait 7 qui avaient le permis. Et on a un petit quiz. En fait, on démarre en fait par un quiz pédagogique. Et sur le quiz, en général, ceux qui ont le permis, c'est pas les meilleurs. 40% de bonnes réponses. 40%. Ouais. Je pourrais vous le présenter tout à l'heure le quiz, on fera le test. Mais puisqu'en plus, il y a des nouveaux panneaux en fait qui sont arrivés. Il y a pas mal de nouvelles choses, du coup, on comprend. Mais en tout cas, les nouveaux cyclistes, je sais en tout cas, les nouveaux cyclistes sont beaucoup mieux préparés à bien comprendre qu'il y a un vrai enjeu de respecter en fait au minimum, même si les routes, le code de la route n'a pas été pensé à la base pour les cyclistes. Du coup, ça, c'est un vrai sujet. Bon, il y a de plus en plus de M12, voilà, des panneaux spécifiques au feu rouge, et ainsi de suite. Mais de manière générale, évidemment, il y a un vrai sujet sur le code de la route. Et à partir du moment où on est usager de la route, si on veut partager la route, il faut qu'on ait une même règle. Et la règle, c'est le code de la route aujourd'hui. En tout cas, il y a un espace public, une route. Du coup, il faudrait un code de la route pour tout le monde. Donc, c'est comment on intègre en fait les nouvelles pratiques. Après ça, c'est au ministère de l'Intérieur et de la sécurité routière. Enfin, il y a plein d'associations sur ce sujet. Mais il y a beaucoup de prévention en fait qui se fait. Mais nous, on est convaincus que les choses s'apprendront et les gens appliqueront quand ils auront compris l'intérêt pour chacun. Ça, c'est évident. Mais il y a les associations de cyclistes qui sont là pour faire ce taf. D'autres questions? Abel? Oui, moi je voudrais rajouter une ligne là pour toutes et tous et à tous les âges. Hein, ça a été abordé marginalement, mais c'est important. Donc moi j'ai acheté un vélo adapté qui est le même que celui qui est proposé par
par Véligo. C'est d'ailleurs parce que j'ai bénéficié à titre personnel des mêmes conseils que IDFM pour choisir mon vélo, mais c'était compliqué à acheter et maintenant j'ai des difficultés à l'entretenir. Mais il y a un autre sujet, justement, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce que je m'aperçois que ma façon de conduire change aussi. Mais c'est pas spécifique au vélo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où on doit réapprendre des mouvements. Et par exemple, j'observe moi que je fais de plus en plus de tourne à gauche indirect, c'est-à-dire des endroits où je tournais à gauche naturellement. Bon, j'ai un rétroviseur, mais à la dernière minute, je regarde toujours et je m'aperçois d'une part que j'ai moins de réflexes, que ma vision a baissé et tout ça. Et donc, de plus en plus, je fais des tournes à gauche indirects. Alors, en fait, j'en faisais avant et je sais le faire. Donc, j'ai l'impression de ne pas avoir besoin d'apprendre. Mais au fond, je ne sais pas s'il n'y a pas des choses où il faudra que je réapprenne et que peut-être que je ne les trouverai pas tout seul. Est-ce que je peux faire intervenir Francky qui est juste devant vous? Parce que je vois, il hoche la tête, il a la réponse. Enfin, il va vous expliquer pourquoi. Présente-toi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Francky Lérus et je suis fondateur d'une association Un Guidon pour tous, qui est une vélo-école en fait inclusive et spécialisée dans le... j'ai le même diplôme qu'Amadou, mais je me suis orienté dans la promotion de la santé, bien-être. Je suis sport santé et éducateur thérapeutique des patients. Alors voilà. Mais l'idée, c'est de dire, j'ai développé un programme que j'ai fait supervisé par un chercheur en sport santé que j'ai appelé vélothérapie. Et l'idée, en fait, le concept, c'est le sport avec le vélo, et c'est de pouvoir partir d'un déficit cognitif ou d'une incapacité en fait fonctionnelle et d'aller travailler ça spécifiquement avec le vélo. Et dans votre cas, avec l'âge, même moi, hein, on a du déficit fonctionnel et là, on a des déficits cognitifs surtout. Et cette partie cognitive, ça se réapprend. C'est-à-dire que c'est une connexion avec de neurones et en fait, ça se travaille spécifiquement. Et donc, il y a des gestes à avoir, il y a des choses où on doit vous réapprendre justement. Quand vous tournez la tête, vous avez effectivement ce que vous pouvez voir, votre champ visuel, et après, il y a le relais avec l'oreille, et c'est de réapprendre en fait à prendre de l'information. Parce que souvent, c'est la perception, et c'est ce qui crée là aussi la peur, c'est de ne pas avoir d'information. Mais l'information, en fait, si on roule en regardant toujours droit devant soi et en faisant juste comme ça avec les yeux, on ne voit pas ce qui se passe. Donc la première des choses, c'est déjà d'utiliser le mouvement de la tête. Souvent, on fait le mouvement du corps et on se rend compte qu'on a perdu cette mobilité, mais ça se travaille aussi. Donc avec des exercices spécifiques, en sport adapté, ça se fait. Et on se réapproprie son corps et les fonctions qui vont avec. Et c'est je tourne la tête, il y a ce que je vois en direct, il y a ce que je vois dans le champ et il y a ce que je perçois avec l'oreille. Et quand je tourne la tête, finalement, juste là sur un côté, sur mon épaule et à gauche, j'ai fait un 360. Et il y a des exercices qu'on est nous en mesure de faire, parce qu'on pratique ça depuis maintenant 2 ans avec Amadou, pour justement récupérer de cette fonction cognitive. Bon, on va se voir, hein. Faut venir. Mais oui, non, mais bon, ça me fait plaisir de pouvoir. Mais justement, je ne parle pas uniquement à mon titre personnel, c'est-à-dire que il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cyclistes dans ma génération. J'ai 79 ans, mais les cyclistes il va y avoir des cyclistes vieillissants au fur et à mesure que les générations qui elles se sont mises à vélo à un âge plus avancé vont arriver. Moi, je me souviens, par exemple, j'habite dans une maison de retraite de la ville de Paris. Le jour où j'ai dit que je voulais garer mon vélo à l'intérieur de la cour, il a fallu que j'écrive une lettre recommandée à ma directrice pour obtenir le droit d'avoir un vélo dans la cour. Donc il y a tout un tas de choses, hein, c'est pas uniquement ça, mais donc je voudrais attirer l'attention des associations de cyclistes en général sur le fait de penser que beaucoup de cyclistes actuels vont vieillir. Merci. Merci. Jeanne. Bonjour, je suis Jeanne Bruges du collectif Vélo Île-de-France. Moi j'avais une question parce que du coup on a compris que le vélo allait pas sauver le monde, ce qui est un peu triste, et qu'il y a plein de freins, que évidemment tout le monde n'a pas vocation à faire du vélo, mais je pense quand même, c'est mon travail aussi, que beaucoup de personnes pourraient se mettre au vélo, et c'est le travail dans le sens
Amadou Cissé et Agnès Presberg, où ça permet de sortir de sa voiture individuelle, aussi de faire de l'exercice, etc. Et dans vos activités respectives, Monsieur Cissé et Madame Presberg, quel relais est-ce que vous attendriez des collectivités pour continuer le travail que vous avez commencé dans vos assos, donc fournir des vélos, apprendre à faire du vélo? Et donc maintenant, qu'est-ce qui manque et comment est-ce que les collectivités peuvent vous appuyer pour que ça transforme, mais que des endroits où vous parliez tout à l'heure d'aller à Roissy, par exemple, on puisse choisir d'y aller en vélo parce qu'il y a un itinéraire direct? Alors nous, sur les collectivités, il y a le premier sujet, c'est le savoir rouler à vélo. Il faut le généraliser si on veut éduquer les générations futures. Parce que tous les enfants ne sont pas égaux sur l'apprentissage du vélo. Certains ont des parents cyclistes, certains ont des parents qui leur achètent des vélos, d'autres n'en ont pas. Et forcément, et l'école aujourd'hui, c'est le lieu où on est sûr d'avoir tous les enfants. Donc, généraliser le savoir rouler à vélo, derrière, ça amène d'autres questions. Parce que les villes aujourd'hui ne sont pas prêtes à généraliser ce dispositif qui fait partie des fondamentaux de l'éducation nationale. Lire, écrire, nager, rouler. Donc, ça, c'est le sujet 1. Mais pour le mettre en place, il faut des éducateurs de mobilité à vélo formés. Donc on ne met pas la police municipale pour faire un parcours dans la cour. Ça aide pas. On ne prend pas des éducateurs sportifs pour apprendre aux enfants à nager. On ne prend pas des éducateurs sportifs pour apprendre aux enfants à faire du vélo. C'est un métier, c'est une spécialité. Il faut être formé. Troisièmement, il y a la question, bien sûr, des flottes vélos. Ça, c'est le vrai sujet des collectivités. Les collectivités, en général, ont un gros souci sur la gestion des flottes vélos, au-delà même de l'acheter, puisqu'en vérité, ils arrivent à trouver des solutions de financement. Mais après, c'est comment ils vont gérer la flotte de vélos sur laquelle les enfants vont apprendre à faire du vélo, la faire tourner. En tout cas, Massy, j'ai bien aimé votre manière d'aborder le sujet. Ils ont acheté un container, il y a 30 vélos dedans, et chaque trimestre, je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'ai retenu, il y a 5 ans, et chaque trimestre, le container, il est déplacé sur un site, et les écoles se déplacent pour faire du savoir rouler à vélo. Eh ben ça règle le problème de beaucoup de collectivités. Donc je le présente et je le propose, en tout cas quand on me demande en conseil, on dit aux villes, achetez 30 vélos avec lesquels vous allez déjà commencer, que vous déplacez. En fait, il y a vraiment la question du stockage. Après, il y a la réparation des vélos, puisqu'après, il faut les entretenir. Enfin voilà, il y a... En fait, le vélo lui-même, on dit, ouais, on va mettre du savoir rouler à vélo. Mais si on veut que ça dure et que ça soit pertinent, il y a vraiment un gros accompagnement et un site d'apprentissage, évidemment, pour pouvoir le faire et ainsi de suite. Donc les collectivités, pour moi, le premier sujet, c'est investir sur la formation et sur l'accompagnement humain, en fait. Puisque au-delà des pistes cyclables, après, derrière, puisqu'en fait, avec ou sans piste cyclable, on va faire du vélo. Mais du coup, il vaut mieux apprendre à faire du vélo sans piste cyclable. Le jour où il y en a, c'est bon. En complément, je ne vais évidemment pas parler des infrastructures, etc., parce que je crois qu'on connaît tous le sujet. J'ai un peu prêché pour ma paroisse. Vous connaissez tous Véligo Location quasiment dans la salle. Ce n'est pas le cas de tous les franciliens. On a à peu près un Français sur 2 qui connaît Véligo Location. Quand je dis connaît, il connaît. Ça ne veut pas dire qu'il sait décrire ce que c'est, etc. Et évidemment, même s'il n'y a pas un écart énorme, c'est un peu plus connu à Paris qu'en Grande Couronne. Donc, et Juliana l'a beaucoup fait. On voit les résultats sur les souscriptions. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à parler de Véligo Location au sein de la collectivité. On va bientôt renvoyer un kit de communication aux collectivités justement pour en parler. Et puis, il y a un nouveau dispositif qui a été lancé par Île-de-France Mobilité qui s'appelle les Maisons du Vélo. Il y a des fixes et il y a des mobiles. Donc, on a déjà 5 fixes qui ont ouvert. Il y en aura une à Palaiseau, fin d'année, début d'année prochaine, normalement. Et puis, il y a aussi des maisons du vélo mobile et celle de l'Essonne et celle du 92, puisque vous n'êtes pas loin du 92. Elle va ouvrir avant mi-juillet. Et le principe d'une maison du vélo mobile, comme son nom l'indique, c'est qu'elle se déplace dans les collectivités. Et c'est un lieu où on peut, bien sûr, un lieu de promotion de Véligo Location, on peut essayer les vélos, c'est là qu'on fait les bilans mobilité, mais il y a aussi des animations de formation, de remise en selle, de fresques du climat, voilà, il y a un grand programme d'animation, tout est visible sur notre site.
Et donc, et forcément, les réseaux qui, chez nous, gèrent ces maisons de vélo mobiles, elles cherchent des collectivités pour les accueillir. Voilà, donc si vous voulez accueillir... L'idée, c'est d'essayer de faire un parcours au sein du département, puisqu'il y en aura une par département, qui soit un peu avec des rendez-vous fixes, c'est-à-dire tout le premier lundi du mois, elle est là, deuxième lundi du mois, elle est là, etc. Et puis comme ça, toute la semaine. Donc, voilà, accueillir une maison du vélo, c'est offrir un cadre aux habitants pour se renseigner, pour essayer, pour avoir de l'information, pour comprendre qu'est-ce que ça implique d'avoir un vélo, de voir si c'est adapté, etc. Donc, D'essayer. Et d'essayer. Oui, on peut tester les vélos. Et dans les maisons du vélo fixe, il y a même de la location courte durée, mais que dans les fixes. Alors, on a une toute dernière question. Et comme j'endosse la dure responsabilité d'être la gardienne du temps, ça sera bien la dernière question. Après, on terminera cette table ronde. Je sais que les échanges sont passionnants et qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez rester sur l'heure du midi pour continuer les échanges tous ensemble. Voilà, donc je laisse la parole pour la toute dernière question. Et après, j'ai 2 petites annonces à vous faire, donc je vous invite à rester encore un tout petit peu. Donc c'est une question pour David. Je vais essayer de le faire très court. Dans le cadre de mon programme, par exemple, pour les enfants en situation de handicap, je ne cherche pas forcément en fait, un résultat de savoir faire du vélo. Je travaille plutôt sur les compétences psychosociales. Et forcément, ça amène le sujet de l'interaction sociale. Et est-ce que dans vos recherches, en fait, on constate en fait, une amélioration? Enfin, comment ça se traduit, les interactions sociales entre cyclistes, ceux qui font de la voiture, de la trottinette? Est-ce que vous avez abordé aussi cette recherche? De savoir comment se passe le partage de la voirie? C'est ça. Oui, plein de choses à dire. Comme tout le monde le sait ici, pendant des décennies, voire un siècle, tout a été pensé pour la voiture. Et donc, plus les cyclistes prennent de place et plus il y a une certaine frustration des automobilistes qui ont l'impression qu'on grignote sur leur territoire. Et donc, ça crée des conflits d'usage. Qui sont eux-mêmes des fois cyclistes en plus. Voilà, qui sont souvent eux-mêmes cyclistes. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, mais il ne faut pas penser que lorsqu'on acquiert un vélo, forcément on va devenir cycliste du quotidien. D'ailleurs, les propriétaires de vélos assistance électrique sont même surreprésentés parmi les propriétaires de voitures. Donc, il ne faut pas se tromper à ce niveau-là. Mais voilà, sur les conflits d'usage, c'est renforcé aussi par la vitesse des vélos. Aujourd'hui, on a une grande partie des vélos qui ne sont pas techniquement des vélos. La vitesse augmente et il y a de plus en plus de vélos électriques à gâchette où on n'a même plus besoin de pédaler, qui sont d'ailleurs énormément utilisés par les livreurs. Beaucoup utilisent les pistes cyclables avec des vitesses. En fait, plus la vitesse est élevée, plus le risque d'accident augmente. Et ça me permet juste de préciser quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas oublier, même si on est militant vélo, et même si le vélo comporte de nombreux bienfaits, un cycliste a quand même, il faut le garder en tête, 8 fois plus de chances d'être accidenté et 3 fois plus de chances d'être tué par heure passée sur la route qu'un automobiliste. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres avantages, il y a d'autres bienfaits, mais le vélo reste accidentogène, il reste beaucoup plus dangereux que les autres modes de déplacement, excepté les 2 roues motorisées, bien sûr. Et on ne peut pas le perdre de vue et on ne peut pas en vouloir aux personnes qui ont peur de se mettre au vélo. Ce n'est pas que de l'insécurité perçue, il y a une réelle insécurité à se déplacer à vélo. Le risque est vraiment beaucoup plus élevé. Merci. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier du coup Angélica pour l'animation, nos intervenants et notre intervenante. Merci à vous.